À cette époque-là, on avait l'impression que tout le monde était socialiste dans le pays si on était à Sciences Po. Or, la réalité a prouvé que c'était pas le contraire, parce qu'en 2002, on avait des consignes très précises, de pas abîmer la table. C'est pour ça que je fais très attention. De pas toucher au micro, et Gaspard Ganzer a mis un énorme coup de main. En gauchiste, pas tenté, ne respecte aucune règle. Moi, j'appartiens à une gauche qui veut gérer, transformer le pays, le développer. C'est celle de Jospin, celle de Hollande. On peut critiquer la façon dont ils exerçaient le pouvoir, mais ils ont exercé le pouvoir. J'ai l'impression que la gauche qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est une gauche radicale qui cherche plutôt à agiter l'opinion publique, à faire de l'agite-propre plutôt qu'à conquérir le pouvoir. Alors évidemment, eux s'en défendent, mais on voit bien qu'ils sont plus dans une stratégie de perturbation que dans une stratégie de conquête. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, nouveau grand entretien aujourd'hui. Je vais vous présenter mon invité dans quelques secondes, mais avant tout cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre des pouces dans tous les sens et même de rejoindre l'offre justement bien nommée Rejoindre pour 3,99€ par mois, où vous aurez accès à un certain nombre de contenus exclusifs, notamment des documentaires, et puis c'est une manière évidemment de nous soutenir. Nous recevons aujourd'hui Gaspard Ganzer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était conseiller de François Hollande à l'Élysée et il est aussi depuis, entre autres activités professionnelles, écrivain. Et nous le recevons aujourd'hui car il vient de sortir un livre chez Flammarion qui s'appelle « Êtes-vous encore de gauche ?» Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, aussi bien que possible. Mieux que la gauche ou... Oui, je crois. En tout cas, moi, je vais plutôt très bien. J'ai l'impression que la gauche va pas très très bien. Donc, on va dire que oui. Alors, effectivement, votre livre est d'une actualité brûlante parce que, je vais essayer de résumer un peu votre profil. Évidemment, ayant bossé avec François Hollande, vous n'êtes pas un extrémiste, vous n'êtes pas... un excité d'Europe Écologie Les Verts, de LFI ou de la NUPES. Vous êtes un social-démocrate bon teint, élève de Sciences Po, camarade de promotion de Emmanuel Macron à l'ENA notamment. Mais c'est quand même particulièrement rigolo que vous sortiez votre livre en ce moment parce qu'on voit une gauche qui monopolise l'agenda médiatique, mais c'est une gauche de la polarisation. Et vous, tout le projet de votre livre, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il reste encore une gauche, mais une gauche de gouvernement, comme on dit, social-démocrate, et en gros, c'est vous essayez de vous interroger sur est-ce qu'il y a un avenir pour le Parti Socialiste, fût-il sous un autre nom, comme vous le préconisez à la fin de votre ouvrage. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple, c'est est-ce que vous reconnaissez la gauche aujourd'hui ? Je la reconnais pas vraiment, en tout cas pas celle que j'ai connue, c'est-à-dire une gauche de gouvernement réaliste, moderne, et qui a pour objectif d'exercer le pouvoir. Parce que vous l'avez dit, moi j'appartiens à une gauche qui veut gérer, transformer le pays, le développer. C'est celle de Jospin, celle de Hollande. On peut critiquer la façon dont ils exerçaient le pouvoir, mais ils ont exercé le pouvoir. J'ai l'impression que la gauche qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est une gauche radicale qui cherche plutôt à agiter l'opinion publique, à faire de l'agite-propre plutôt qu'à conquérir le pouvoir. Alors évidemment, eux s'en défendent, mais on voit bien qu'ils sont plus dans une stratégie de perturbation que dans une stratégie de conquête. Qu'est-ce qui vous a choqué ces dernières semaines dans l'actualité poussée par la gauche ? C'est le barbecue, c'est les jets privés, en fait, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, de la communication. C'est-à-dire que je trouve que les leaders de la gauche, ils ne sont pas les seuls, mais on les voit chez les écologistes et une partie aussi chez les insoumis, n'arrivent pas à résister à la tentation de la petite phrase et du clash. Alors évidemment, on peut tous vouloir avoir un bon mot, et parfois moi aussi, quand je vais dans les médias, je peux être tenté de le faire. Mais on a l'impression que c'est presque devenu un programme politique. On parle de barbecue, on parle de jet, ça permet de mettre des sujets à l'agenda, mais pas de les traiter de façon sereine. Or, moi, je suis peut-être un peu à l'ancienne, je pense qu'on discute bien des sujets quand on en discute dans le calme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la façon dont ça s'est passé au Parlement au mois de juillet. Il y a eu un paradoxe, c'est qu'il y avait des débats sur des sujets capitaux pour le pouvoir d'achat des Français, on en pense ce que l'on veut, mais ils étaient importants. Le Rassemblement national, qui est un parti venant de l'extrême droite, même s'il conteste ce positionnement politique-là, c'est plutôt comporté de façon républicaine, et pendant ce temps-là, le côté des insoumis est une stratégie un peu d'obstruction systématique. Et puis après, moi, je reste quand même très mal à l'aise sur, en particulier, les positions internationales qui sont tenues par une partie de la gauche. Il y a eu cette résolution qui a été défendue par une partie de la gauche condamnant la politique en Israël. Moi, ça m'a révolté. Et il y a toujours ces ambiguïtés vis-à-vis du conflit ukrainien qui continuent de me déranger de la part d'une partie de la gauche.
Alors je vais vous dire, moi, quelque chose qui m'a particulièrement choqué dans les débats qui traversent la gauche ces derniers jours, c'est ce rapport à la valeur travail. C'est Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui a vitupéré, entre guillemets, contre cette gauche des allocs, et en rappelant à quel point le travail, c'était aussi une source de dignité, et il s'est fait rattraper par la patrouille habituelle des Sandrine Rousseau et compagnie. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus? Dans votre livre, vous réhabilitez la notion d'entreprise, et puis on voit bien que vous n'êtes pas pour la gauche des feignants. Ça, c'est sûr. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était une polémique, si vous voulez, qui était pérenne, quoi. C'est-à-dire qu'il lançait un débat vraiment majeur sur le rapport qu'on pensait résolu entre la gauche et le travail, depuis Jaurès, depuis tant d'autres. Alors, moi, il y a une chose que j'ai aimée dans la phrase de Roussel, une chose que j'ai pas aimée. Je commence par ce que j'ai pas aimé. C'est-à-dire s'en prendre aux allocataires, ça me met toujours mal à l'aise, parce que, évidemment, il y a des tricheurs, évidemment, il y a des gens qui profitent de la situation, mais aussi des pauvres gens qui se sont retrouvés là sans l'avoir souhaité. En revanche, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait de remettre le travail au milieu du débat politique. Moi, je ne suis pas du tout d'une gauche qui considère que la France, c'est uniquement le télétravail et le revenu universel. Je pense qu'il faut aider les plus pauvres, c'est sûr. En revanche, je crois à l'entreprise, à la création de valeur par les entreprises. Je pense que sans entreprise, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de redistribution de richesse. Et sans travail, il n'y a pas de société, parce que le travail est indispensable pour l'économie, mais il est aussi indispensable pour la société. Alors ça, c'est vrai qu'à gauche, on avait un peu arrêté de le dire au cours des dernières années. On laissait entendre que l'objectif, c'était vraiment de se détacher totalement du travail, d'en avoir un rapport de plus en plus distancié. Oui, on peut améliorer les conditions de travail. En revanche, je pense qu'on a besoin de bosser pour vivre. Et c'est même indispensable au fonctionnement de la société. Et vous rappelez dans votre livre d'ailleurs qu'il y a selon vous une partie du quinquennat de François Hollande qui a été trop oubliée, c'est le début, avec du soutien à l'investissement, la création de la BPI, la BPI, et notamment de la Banque publique d'investissement. Alors qu'est-ce qui a failli à gauche? C'est que c'est un état d'esprit qui un peu s'est installé effectivement, où l'économie de marché, on la remet en cause, le productivisme, on le remet en cause, le soutien à la croissance, on le remet en cause, et qu'on devient des décroissants anti-productivistes et globalement marxisants. Non, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord Baléon devant notre porte. Je pense que ni François Hollande, ni ceux qui travaillaient à ses côtés, dont je faisais partie, même si je n'étais pas là au début de son quinquennat, n'ont réussi à procéder à une clarification idéologique qui permettait de savoir exactement où est-ce qu'on allait aller pendant la campagne présidentielle et pendant les mois qu'on suivit. Il y avait une ambiguïté qui avait été certainement rendue nécessaire pour rassembler toute la gauche. Donc, François Hollande a gagné, mais toutes les clarifications qui auraient dû intervenir ne sont pas intervenues. Ça, c'est du côté de François Hollande et de son entourage dont je faisais partie. Mais de l'autre côté, moi, je me suis rendu compte dans l'exercice du pouvoir qu'il y avait une partie de la gauche non négligeable qui n'avait pas résolu sa relation avec l'entreprise et avec le travail. En gros, une partie de la gauche qui, d'ailleurs, dans son ensemble, pour ses dirigeants, n'avaient jamais travaillé en entreprise, pour une grande partie d'entre eux, qui considéraient qu'en gros, les entreprises, c'était le mal absolu et que les patrons étaient des profiteurs qu'il fallait taxer ou, quelque part, empêcher de produire et de créer de la richesse. Alors moi, je n'appartiens pas du tout à cette gauche-là. Je considère que la valeur, elle est créée par les travailleurs et par les entreprises qui forment ensemble la communauté de travail, qu'on peut discuter de la répartition de cette valeur entre les salariés, le capital, et ça, c'est une bonne discussion. En revanche, on a besoin des entreprises. Moi, je pensais que ce débat avait été réglé sous Jospin, quand il avait dit oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Mais en réalité, il y a une partie de la gauche et de ses dirigeants qui ont toujours un gros problème avec le capital et l'entreprise en général. J'ai envie de vous dire que et Lionel Jospin et François Hollande, de manière peut-être schizophrénique, ont participé à cette dégradation de la relation entre la gauche et l'entreprise ou le travail, parce que Lionel Jospin accepte que Martine Aubry fasse les 35 heures, qui n'est pas le signal le plus positif à envoyer, en tout cas pour les gens comme nous qui défendons le travail, mais dans la durée, sur le plan hebdomadaire. Et François Hollande fait son discours le plus remarqué pendant sa campagne présidentielle au Bourget en disant « Mon ennemi, c'est la finance ». Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de doxa, pardon pour ce mot éculé, mais à gauche qui voudrait que quand même on est toujours rattrapé par l'idée qu'il faut absolument avoir un discours qui s'adapte à l'opinion et le plus un peu parfois démagogue possible pour être sûr de ne pas perdre des électeurs de gauche
en route. Non, mais cette tentation, elle existe dans toute campagne électorale, d'ailleurs de gauche comme de droite, que le premier dirigeant politique ou premier candidat à une élection présidentielle, législative ou municipale qui n'a pas pratiqué une forme de démagogie lève la main. Il n'y aura personne pour lever la main. La réalité, c'est que François Hollande, qui avait été assez clair dans toute sa démarche au sein de la primaire, ça lui avait permis d'ailleurs de battre Martine Aubry, dans la dernière ligne droite, pour contenir la montée de Jean-Luc Mélenchon, a fait 2 ou 3 annonces et décisions qui ont envoyé des signaux assez étranges vis-à-vis du reste de la gauche. Là, les 75% pour les gens qui gagnent plus d'1 million d'euros. Alors évidemment, on pourrait trouver ça légitime de les surtaxer, mais bon, c'est devenu un symbole contre, en fait, finalement... Commenté à l'époque en disant que c'était Cuba sans le soleil. Oui, c'est le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui avait eu cette phrase-là. Et puis le discours du Bourget, qui est un discours intéressant et très fin et complexe, mais il y a cette phrase « Mon ennemi, c'est le monde de la finance », qui, par la puissance de sa formule, écrase tout le reste du discours. Et François Hollande, qui a beaucoup d'intelligence politique, se doutait bien qu'avec cette phrase, on retiendrait surtout cette phrase au détriment du reste du discours. Et il a traîné cette phrase comme un boulet pendant les 5 ans de son quinquennat, parce que même si dans son ensemble, moi j'étais en harmonie avec la politique qu'il a menée, favorable, on va dire, à l'offre et une redistribution de richesse, et ben en fait, il y a eu un malentendu avec la gauche qui disait en permanence, mais attendez, quand est-ce qu'on met les banques sous le boisseau, qu'on taxe les profits des patrons? Or, on ne peut pas faire fonctionner l'économie de cette manière-là. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a chez les dirigeants politiques une tentation qui est celle qu'on retrouve dans l'usage par les gens des réseaux sociaux, par la manière dont on fait de l'art aujourd'hui aussi, de la publicité, c'est-à-dire que de toute façon aujourd'hui ce qui marche c'est une forme de polarisation, parfois d'outrance, et que donc la gauche comme peut-être la droite, balayons aussi devant notre porte, est rattrapée par cette volonté de toute façon d'aller au clash, au buzz et à l'outrance pour réussir à faire parler d'elle. C'est la maladie de l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans un paysage médiatique et numérique totalement dispersé, dans lequel il y a beaucoup de titres de presse, beaucoup de médias sociaux, tout le monde s'exprime un peu et à tort et à travers, et si on veut capter l'attention, la tentation est quand même très forte d'être celui qui parle le plus fort ou qui dit la plus grosse bêtise, ou qui a une formule, on va dire, qui va faire écho immédiatement à la société. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les barbecues, sur telle ou telle formule qui peut retenir l'attention. Et peut-être que François Hollande, même si c'est franchement un des hommes politiques les plus raisonnables et raisonnés que j'ai pu croiser dans ma vie, avec Bertrand Delanoë, avec qui je travaillais à la mairie de Paris aussi, et bien lui aussi, dans le cadre d'une campagne électorale, il n'a pas pu totalement y résister. Peut-être que je suis un idéaliste, mais je pense qu'on n'est pas condamné à cette radicalité, que peut-être il est possible sur le temps long de réintroduire de l'intelligence, de l'explication, du décryptage. Et il y a des exemples qui montrent que c'est possible de le faire. La façon dont Angela Merkel a gouverné en Allemagne, elle a réussi à le faire pendant... on peut critiquer aujourd'hui son bilan, mais en tout cas sur la forme, pendant 10 ans, elle n'a pas été dans la radicalité et l'outrance. Biden, il n'est pas dans la radicalité et dans l'outrance. Et on verra comment la nouvelle première ministre britannique se comporte. Elle n'a pas l'air partie pour être dans le même style que Boris Johnson. Donc peut-être que c'est possible, parce qu'il y a une grande partie de la population qui l'attend, de gouverner de façon plus raisonnable. Alors je vous cache pas que chez les téléspectateurs de VA+, il ne doit pas y avoir énormément de fans de François Hollande. Si on a au moins un, c'est beaucoup peut-être. Bon, en tout cas qu'ils sont plutôt sous-représentés par rapport à d'autres endroits. Je m'en doute. Vous avez quelques mots sur lui dans ce livre. Vous aviez écrit un autre livre plus directement consacré à votre expérience à l'Élysée. En quelques mots, comment vous convaincriez quelqu'un qui ne le connaît pas et qui est plutôt dans l'écosystème politico-culturel de Valeurs Actuelles que François Hollande n'est pas celui qu'on croit? Déjà, malheureusement, c'est quelqu'un qui gagne à être connu presque en colloque singulier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, humainement et presque moralement, j'allais le dire, dans son rapport à la politique, est incroyablement honnête. Et ça, je pense qu'on peut tous y être sensibles, notamment quand on est sensible aux valeurs de notre société. Malgré les tours de passe-passe au sein du Parti Socialiste, la gestion des courants... Oui, alors, on peut être habile politiquement tout en ayant quand même une rectitude dans sa façon de gérer l'État. Il n'y a jamais eu d'affaire judiciaire qui a concerné François Hollande, par exemple, sans vouloir polémiquer avec tel ou tel de ses prédécesseurs. Donc c'est un premier élément. Deuxièmement, je pense que quand même il y a une politique internationale qui peut être discutée, mais qui va être réévaluée avec le temps. La France est intervenue militairement quand elle devait le faire. Alors quelques années après, on peut faire le bilan de ces opérations qui n'ont pas toutes été du succès, mais elle l'a fait en Centrafrique, elle l'a fait au Sahel. La France a tenu son rang aussi en Ukraine. On avait quand même réussi à obtenir un cessez-le-feu qui était assez équilibré avec la Russie et l'intervention des Allemands. Donc je pense que sur la politique internationale, des choses qui ont été faites. Et puis, en matière de lutte contre le terrorisme, on peut estimer qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait faire plus,
Mais je crois que François Hollande a fait, avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, le maximum de ce qu'on pouvait faire à l'heure actuelle, à cette époque-là, en matière de sécurité. On n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Qui aurait pu croire que ça serait un président socialiste qui mettrait le pays sous état d'urgence pendant près de 2 ans pour faire face au terrorisme, qui n'aurait aucun état d'âme à assigner à résidence tous les fichiers S et à donner des pouvoirs considérables aux services de renseignement et de sécurité pour faire face à ce fléau. Alors, je sais que probablement certains des auditeurs, téléspectateurs de notre émission se diront qu'on n'est pas allé assez loin, que la question identitaire n'a pas été adressée suffisamment, mais je pense que quand même il n'y a pas à rougir de ce point de vue-là. C'était quel genre de patron avec vous ? Moi j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est quelqu'un d'une très très grande intelligence. Je le dis souvent, c'est la personne la plus intelligente et aussi la plus drôle par ailleurs que j'ai eu l'occasion de croiser par sa finesse d'analyse, etc. Alors après, le problème, c'est que on avait parfois le sentiment que c'était un excellent radiologue s'il avait dû être un médecin, mais pas un très bon chirurgien. C'est-à-dire très bon pour faire un diagnostic des problèmes, analyser les situations, mais pas forcément le plus fort pour trancher dans le vif. Pourquoi ? Parce que justement, quelqu'un qui est tout le temps cherchant la nuance, l'équilibre, le rassemblement. On a parfois dit qu'il était trop mou ou qu'il cherchait trop la synthèse. Je crois que c'était vraiment son caractère. C'est quelqu'un qui cherche en permanence à rassembler. Donc c'est vrai que quand on aime le profil Bonaparte sur le pont d'Arcole qui fonce sabre au clair, on n'aime pas travailler avec François Hollande. Quand, comme moi, on aime les gens qui travaillent dans la nuance, la subtilité, qui cherchent toujours à connaître tous les paramètres d'une décision avant de la prendre, là pour le coup on est satisfait. Après, comme toujours, il y a des moments où j'étais pas d'accord avec lui, mais ça c'est normal, quand on est conseiller, on n'est pas toujours d'accord avec son patron. Alors vous expliquez dans votre livre que vous avez été, il y a eu des tentatives de débauchage de l'équipe d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017 pour vous faire travailler, et que vous êtes resté par fidélité avec François Hollande jusqu'au bout. Néanmoins, il y a eu une petite aventure électorale vite avortée. Pas glorieuse pour moi, il faut le dire. Voilà. On a voulu vous parachuter à Rennes et les Bretons ne l'ont pas entendu. Non, parce que je ne suis pas breton. Voilà. C'est pas leur style d'accueillir des parachutés. Voilà. De cette oreille-là. Mais plus fondamentalement, vous êtes assez critique sur le positionnement politique d'Emmanuel Macron et le broyage idéologique qui résulte du en même temps. Vous êtes du genre à penser qu'il faut un clivage droite-gauche avec une vraie droite et une vraie gauche. J'en suis totalement persuadé. Comme beaucoup, j'ai quand même été interpellé, interrogatif et même tenté par le dépassement qui était proposé. La paix civile, en quelque sorte, proposée entre les gens les plus modérés. On peut se dire pourquoi pas. Et puis en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je connais Emmanuel Macron personnellement parce qu'on a fait nos études ensemble. Donc je lui ai donné le bénéfice du doute. Et j'ai voté pour lui en 2017. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un piège parce que je crois qu'il y a des clivages. On n'est pas d'accord sur tout. Sur les questions économiques, comment est-ce qu'on répartit la valeur, sur la façon dont on fait société, on n'est pas forcément d'accord. Sur la place de la France dans le monde et dans l'Europe, on n'est pas d'accord. Donc je crois qu'il y a des clivages. Il y a un grand clivage qui est le clivage droite-gauche qui se découpe sur les questions économiques et sociales. Et puis après, il y a plein de multiples clivages. Mais moi, je crois aux clivages et je pense qu'ils sont indispensables en démocratie. S'il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de conflits pacifiés. Et donc, ça crée 2 problèmes. Le premier, c'est que les conflits se déplacent ailleurs, donc dans la rue. C'est ce qu'on a vu lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis surtout, ça conduit les électeurs soit à se réfugier dans des votes extrêmement radicaux, de plus en plus radicaux, soit à s'abstenir, ce qui est un drame. D'accord. Mais est-ce que vous pensez même que la démocratie a été abîmée ces 5 dernières années ? Moi, une des raisons qui m'a conduit à voter pour Emmanuel Macron, c'est que en 2017, c'est qu'il promettait une rénovation de la démocratie. Et je l'ai cru. Et j'ai observé qu'il n'y a pas eu cette rénovation démocratique. Alors certes, il y a eu un renouvellement des parlementaires, etc., mais il n'y a pas eu de réforme des institutions. Or, ça, à mon avis, c'était indispensable. Et s'est installée cette idée qu'il n'y avait pas d'alternative, que finalement, il y avait une bonne manière de gérer le pays, etc. Et ça, je crois que ça abîme la démocratie. Parce qu'au risque de me répéter, je crois que la démocratie a besoin de débats, d'engueulades sur le terrain quand on se retrouve entre un dirigeant politique et ses électeurs, ou dans l'Assemblée nationale, dans lequel c'est normal de ne pas être d'accord. Quand tout le monde est d'accord à l'Assemblée nationale, la démocratie, elle régresse. Vous avez voté pour lui en 2022 ou pas ? J'ai voté pour lui au 2e tour. Et au premier tour, non ? Non. Et vous voulez bien nous dire pour qui vous avez voté Non, je ne vous le dirai pas. Parce que je ne sais pas si vous avez voté... J'ai pas voté pour Jean-Luc Mélenchon, donc ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de possibilités. Il reste notamment comme possibilité Anne Hidalgo, et vous êtes quand même... à la fois sévère et parfois effectivement un peu élogieux avec Hidalgo et Benoît Hamon. Vous êtes plus sévère avec Benoît Hamon, on va dire. Mais globalement, quand on regarde le bilan des 2 derniers candidats socialistes à l'élection présidentielle, c'est quand même un naufrage absolu. C'est dramatique, ouais. C'est aussi
sur le plan personnel, pardon, mais une forme de rapt de ces moments importants par des personnalités qui doivent savoir, au fond d'eux, qui ne sont pas faits pour ça, non ? Bah, c'est une question que je me suis posée, en fait. Je mets de côté, finalement, les sentiments personnels que je peux avoir vis-à-vis de l'un ou l'autre. Parce que Benoît Hamon, je peux le trouver très sympathique, mais je pense que ce n'était pas un bon candidat, parce que je pense qu'au fond, il ne s'est jamais dit qu'il allait remporter l'élection présidentielle. Et donc là, je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si on accepte de porter les couleurs de son parti à l'élection présidentielle quand on est à la tête d'un parti qui est un parti de gouvernement, c'est qu'on doit penser qu'on va gagner et qu'on met tout en œuvre pour gagner. Or, je pense que Benoît Hamon n'y a jamais vraiment cru, et donc résultat, il n'y avait pas de dynamique, parce que les électeurs le ressentent. Et pareil pour Anne Hidalgo. Je pense qu'Anne Hidalgo, peut-être qu'en elle pensait avoir le caractère et la force, parce qu'elle a beaucoup de caractère et de force, mais elle n'avait pas travaillé suffisamment sur le fond. Ce qui est vraiment frappant, c'est le vide abyssal des propositions. On n'a pas retenu une seule proposition de la campagne Anne Hidalgo, peut-être au début, ce qu'elle avait dit sur l'augmentation des salaires des profs, et d'ailleurs, pourquoi pas, mais elle a très vite rangé cette proposition dans un tiroir qui pouvait se discuter, et idéologiquement, il n'y avait plus... Moi, je crois en l'idéologie. C'est-à-dire que je déteste les gens qui disent le pragmatisme, etc. Moi, je crois qu'il faut de l'idéologie, de droite, de gauche, écologiste le cas échéant, national pour d'autres, mais c'est sain. Et j'ai l'impression que ces deux candidats, ne croyaient pas assez en leur victoire, n'avaient pas forcément assez d'idées pour aller jusqu'à la conquête du pouvoir. Alors, en parlant d'idéologie, il y a un endroit que vous avez fréquenté qui n'en manquait pas, c'était Sciences Po, oui. Pendant vos années étudiantes, et vous décrivez avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle que une immense majorité des étudiants et des professeurs étaient de gauche. Qu'est-ce que vous en retenez à la fin ? Ça veut dire que c'est un entre-soi un peu dangereux et même d'une certaine manière toxique, vu que c'est pas le cas de la société ? En fait, je m'en suis rendu compte un peu sur le moment, mais surtout a posteriori, avec le recul des années. Ça m'a pas tellement gêné sur le moment, parce que je me sentais plutôt en harmonie intellectuelle, même si franchement ça ne faisait pas non plus rêver. Mais avec le recul, je pense que ça pose problème. Je pense que je dis pas que les écoles doivent nécessairement être à la représentative de la totalité des courants de pensée, être une photographie exacte. Je ne pense pas non plus que les élites doivent exactement être la photographie aussi de l'ensemble des votes du peuple. En revanche, je ne pense pas qu'il peut y avoir un tel écart. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait l'impression que tout le monde était socialiste dans le pays si on était à Sciences Po. Or, la réalité a prouvé que ce n'était pas le contraire, parce qu'en 2002... On avait des consignes très précises, de ne pas abîmer la table. C'est pour ça que je fais très attention. De ne pas toucher au micro, et Gaspard Gandler a mis un énorme coup de main. En gauchiste patenté, ne respecte aucune règle. Et donc on a vu en 2002 que c'était pas le cas, puisque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. La réalité rattrapée. Ouais, complètement. Et donc, voilà, ça nous interroge tous. Alors moi, je suis enseignant aujourd'hui à Sciences Po, je participe à des jurys d'entrée. Je crois que Sciences Po, a beaucoup changé. Depuis l'époque où j'y étais, c'était quand même il y a 20 ans. Ouais, on a vu Alain Finkielkraut qui pouvait pas y tenir une conférence. On a vu des étudiants de droite malmenés. C'est pas acceptable. Dans l'entrée de l'université. Et quand vous voyez que chez les journalistes, une majorité... la plus grande partie vote pour Jean-Luc Mélenchon, ça vous interroge aussi Oui, alors on est souvent surpris d'ailleurs, y compris dans la rédaction, j'ai découvert ça de journaux qui sont plutôt positionnés à droite de l'échiquier, que parfois on découvre des votes de gauche, voire d'extrême gauche. L'inverse est moins vrai, on découvre rarement des votes de droite dans des rédactions de gauche. Peut-être des votes macronistes, peut-être au maximum. Non, moi je crois que c'est bien qu'il y ait une presse d'opinion et qu'il y ait des journaux de gauche, des journaux plus à droite. Je trouve ça très sain d'un point de vue démocratique. Je dois reconnaître qu'à l'époque, vous traitiez Valeurs Actuelles. Vous répondiez au téléphone, ce qui est déjà beaucoup. Oui, j'ai toujours essayé de le faire avec tout le monde. Je pense qu'il faut parler à tout le monde, qu'on partage ou pas les idées. Alors parfois c'est évidemment un peu abrasif, mais bon, sous François Hollande, pardon pour le détour, mais vu que la presse de gauche ne nous épargnait pas non plus, finalement on traitait tout le monde sur un pied d'égalité. Donc non, je pense qu'il c'est bien qu'il y ait des courants de pensée variés qui soient représentés. Après, j'aime pas tout ce qui est monolithique. Mais je trouve que finalement, là je vais peut-être un peu aller contre l'air du temps, je trouve que finalement il y a une diversité de représentation des idées dans le débat médiatique. CNews n'est pas BFM, n'est pas LCI, et Radio Classique ou Europe 1 ne sont pas Radio France. Alors c'est vrai que certains, d'ailleurs l'ont dit dans la campagne présidentielle, on peut trouver peut-être que certains considèrent que la radio publique est trop à gauche
Bon, après, on va pas demander à recruter des journalistes pour leur diversité d'opinion. Je pense que ça serait un excès inverse qui serait pas non plus très souhaitable. Mais est-ce que le véritable excès, ou en tout cas le véritable problème démocratique, il ne se situe pas dans le distinguo qu'il y a entre les idées majoritaires et les idées dominantes? C'est-à-dire que vous avez quand même une majorité de Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France, qu'il faut travailler plutôt qu'avoir le droit à la paresse. Des problèmes de sécurité. Et que sais-je, et qui, en revanche, sont quand même s'il y a des médias de droite ou anticonformistes, abreuvés d'un point de vue des idées dominantes par des pensées politiquement correctes. Mais je crois que c'est de moins en moins vrai. Même dans le monde du cinéma, même dans le monde de la publicité. Alors peut-être dans le monde des arts, ça se discute. Dans la télévision grand public, vous avez CNews qui fait une audience honorable, mais vous avez aussi toutes les grandes chaînes qui misent bout à bout. Alors peut-être que je regarde plus assez la télévision, mais je crois que ce que vous dites était très vrai il y a 20 ans. D'ailleurs, je le reconnais dans ce livre. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a une diversité d'opinions. Et surtout, je le dis aussi un peu dans le livre, j'ai l'impression que le discours, on va dire, à la mode, ou en tout cas l'insolence, a changé de camp. Je trouve qu'il y a 20 ans, c'était, on va dire, l'extrême gauche, les anciens trotskistes, qui avaient un peu le talisman de l'agitation. Et aujourd'hui, ça, et d'ailleurs vous en faites partie, et d'autres aussi, je le dis dans le livre, ceux qui créent de l'animation dans les rédactions, à la télé, à la radio, ça vient plutôt de la droite, on va dire les choses très simplement. Donc je crois que les choses sont plus nuancées que ce qu'on peut imaginer. Alors moi je me demandais si justement dans cette rentrée, il n'y avait pas le début du cycle d'après, c'est-à-dire qu'on voyait la gauche reprendre les codes de la droite, admettons conservatrice, réactionnaire, tout ce que vous voulez, de ces dernières années, qui effectivement avaient réussi à faire émerger quelques figures, que ce soit des journalistes tels Génie Bastier ou des hommes politiques qui étaient effectivement des animateurs du débat public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Sandrine Rousseau dont on débat des saillies à la radio. Et vous avez Louis Boyard qui était un plus ou moins journaliste, qui est devenu député France Insoumise. Raquel Garrido et Alexis Corbière ont une audience et une influence qui est peut-être supérieure à celle qui est à leur poids électoral stricto sensu. Et on a l'impression que la gauche de la gauche, en tout cas, a compris les codes de la droite de la droite. Oui, en tout cas, elle a compris un peu plus le fonctionnement du système médiatique. Donc ça, on va dire, il y a du bon et du moins bon là-dedans, parce que la culture du clash a quand même ses limites, comme je disais tout à l'heure. Mais en revanche, il y a un truc qui est vraiment positif, alors plutôt du côté de Roussel, on va dire, plutôt que du côté de Rousseau. Mais c'est bien de se remettre vraiment du côté du peuple, quoi. Je pense que il y a, pendant toute une époque, elle n'est pas totalement finie cette époque, la gauche réfléchissait quand même beaucoup en salon, en chambre. Et je trouve ça bien qu'il y ait des personnalités politiques de gauche. On peut parler de Roussel, on peut parler de Ruffin aussi, je pense qu'il réfléchit pour la France Insoumise de cette manière-là, qui se disent, bon, en fait, on faut qu'on change tout, qu'on fasse pas comme Terranova l'avait dit il y a 15 ans, qu'on choisisse d'aller vers un électorat urbain, plutôt profession intellectuelle supérieure, cadre sup, mais qu'on aille voir les Français, en fait, tout simplement, les plus populaires, les classes moyennes, et ce qui nécessite de déplacer la façon de produire des idées et de les exprimer. Et il y a peut-être retrouver un peu plus de facilité, enlever un peu d'éléments de langage, parler de façon plus spontanée. Alors parfois c'est un peu excessif, un peu caricatural, on s'auto-caricature en le faisant, et Roussel parfois est allé un peu loin sur le sujet, avec la côte de bœuf, etc. Mais l'idée était quand même bonne et surtout louable. Alors je vous remercie justement de parler de ça, parce que dans votre livre, pour mieux, j'allais dire, critiquer l'aspect apparatchik du Parti Socialiste, c'est-à-dire un parti très bureaucratique avec des gens qui faisaient carrière de leur profession au sein de l'appareil et qui passaient d'un stade d'élu à permanent, de permanent à élu. Vous dressez quelques louanges aux think tanks, comme on dit, c'est-à-dire aux laboratoires d'idées qui ont permis au Parti Socialiste d'avoir une vie intellectuelle ces dernières années, et notamment Terra Nova. Mais c'est quand même justement ces think tanks, et là vous venez de le confesser, qui ont emmené la gauche dans le virage, dans le fossé, puisque alors la fameuse note que vous avez évoquée là en quelques mots consistait à dire que la gauche, ayant perdu les classes populaires réparties sur l'ensemble du territoire, devait se concentrer sur une espèce de classe moyenne urbaine, voire aussi les habitants des quartiers populaires et issus de l'immigration. Et c'est à cause de cela que on a vu
une gauche qui avait toujours été très laïcarde, et parfois au grand dam des représentants de l'Église catholique française, devenir tout d'un coup très laxiste avec les représentants de la religion musulmane et parfois verser non seulement dans le clientélisme, mais pire dans le communautarisme. Malheureusement, oui. Donc c'est quand même ces laboratoires d'idées, quoi, une responsabilité énorme dans le dévoiement de la gauche. Alors peut-être que je l'ai mal exprimé, mais je crois que les think tanks sont arrivés comme une forme de palliatif d'un parti socialiste qui avait déjà une profonde maladie idéologique. C'est-à-dire que le PS a quand même assez rapidement renoncé à la production d'idées, et donc la production d'idées a reposé soit sur du travail individuel, d'hommes ou de femmes politiques qui se sont entourés d'experts et qui ont lu ou écrit des livres. François Hollande, je le raconte, ça semble un peu incroyable, à un moment donné, s'est remis à enseigner pour mettre à jour son propre logiciel économique, c'est incroyable, alors que ça aurait dû se passer au sein du PS. Et puis, on a délégué à des think tanks. Je pense que ces think tanks ont eu le mérite d'apporter des idées dans un moment où le Parti socialiste en avait plus trop, mais après, ils ont aussi commis des erreurs. Donc ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir, je trouve que quand même, ce que fait la Fondation Jean Jaurès aujourd'hui est quand même intéressant, parce que pour le coup, il y a beaucoup de liberté et de diversité dans les idées qui sont exprimées, et il y a une ligne qui est très très nette sur la question notamment de la laïcité, de l'attachement à la République, dans laquelle évidemment moi je me retrouve totalement. Et puis après, une nouvelle génération. Là pour le coup, ils ont compris qu'il fallait faire émerger des trentenaires, des quarantenaires, des gens nouveaux, ce que la droite, voire l'extrême droite, a réussi à faire au cours des dernières années, et que la gauche n'a plus réussi à faire. Quelles sont les personnes de 30 ans qu'on connaît aujourd'hui à gauche? Quasiment personne, parce qu'il n'y a plus ce renouvellement de génération, et c'est venu des think tanks. Mais le mieux, ça serait que ça vienne des partis eux-mêmes. Pour vous, les deux intellectuels organiques de la gauche de demain, c'est qui? C'est Bonne question. David Jace, si on peut le classer vraiment à gauche. Oui, alors David il vient clairement de la gauche, mais là il vient de rejoindre le cabinet du président de la République, donc on va dire qu'il est intermédiaire, mais j'aime beaucoup. Dans le en même temps. Après, je pense qu'il a quand même une ligne assez nette dans sa tête, donc il saura garder la rectitude de sa pensée. Non, je pense que lui, effectivement, fait partie des gens qui ont quand même beaucoup réfléchi, en tout cas qui ont beaucoup travaillé. Alors évidemment, on peut toujours discuter telle ou telle idée, mais il y a quand même une cohérence dans ce qui est produit. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que propose et écrit Jérémy Pelletier, qui travaille aussi à la Fondation Jean Jaurès. Après, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas assez nombreux. Alors, deux dernières petites questions pour terminer. Vous établissez à la fin de ce livre des pistes justement de réflexion, mais aussi des champs dont la gauche doit se ressaisir. Il y a notamment l'entreprise, l'écologie, mais pardonnez-moi d'aller directement sur le sujet qui vous intéresse le plus, à savoir l'identité. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que la gauche n'a pas voulu se saisir véritablement de cette question? C'est quand même une espèce d'empêchement de moraline, entre guillemets. Non, je pense que je pense pas qu'il y ait d'empêchement de moraline, mais je pense que c'est pas des questions qui se traitent à la légère. Et je pense que ça n'avait pas fait l'objet de débats au sein du Parti socialiste pendant la phase de préparation de la conquête du pouvoir. Et il y avait trop de divergences sur le sujet. Et François Hollande lui-même, dans son parcours intellectuel et politique, lui qui est profondément républicain, laïque, patriote. Ouais, patriote aussi. Il a souvent dit que, je prends cet exemple, mais il aurait pu être dispensé de service militaire. Il avait absolument tenu à le faire. Bon, je crois que ça signifie quelque chose vraiment de profond pour lui, même s'il est aussi profondément européen. Mais il n'en avait pas fait une priorité. Et une fois qu'il s'est retrouvé dans l'exercice du pouvoir, il n'a pas su saisir ce sujet. Il y a un moment où on aurait pu essayer de le faire, mais ça s'est fait de façon trop brutale autour de la question de la déchéance de nationalité, etc. Donc, résultat, le débat est devenu totalement inflammable et il se déployait dans un moment dramatique pour notre pays dans lequel il y avait plein de... il y a eu des morts, des blessés, les gens étaient à vif, donc c'était pas le bon moment, en fait, pour faire ce genre de débat. Mais moi, je pense que si la gauche veut revenir au pouvoir, elle doit définitivement clarifier la question du rapport aux valeurs républicaines et à la laïcité. Il y a des gens qui ont travaillé sur ce sujet, et puis se reposer la question de ce qu'est l'intégration. C'est un peu comme si on avait mis cette question de côté. En gros, de plus vraiment se poser la question de ce que signifiait l'intégration. Moi, je ne suis pas du tout assimilationniste. En revanche, je pense que l'intégration, qui est aujourd'hui largement en panne, elle doit être retravaillée à l'école, dans des moments de retrouvailles républicaines, et on doit avoir une forme d'intransigeance si on veut y parvenir. Et ce n'est pas un terrain qu'on
qu'on doit laisser à la droite, évidemment, parce que c'est une question qui touche profondément aussi les classes les plus populaires dans la diversité. Et si la gauche donne le sentiment qu'elle voit cette question de très loin, et ben en fait, elle ne reviendra plus jamais au pouvoir. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il est trop tard, parce que quand on voit, à part quelques socialistes ou ex-socialistes, comme vous, comme Bernard Cazeneuve, que sais-je, la plupart aujourd'hui des représentants de la gauche, alors peut-être autoproclamés, mais qui sont élus, qui sont députés, qui sont chefs de parti, sur ces questions-là sont très ambigus, on a l'impression qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alors il y a une grande partie, après je pense qu'il y a des gens qui sont quand même très nets dans leurs idées, je pense que Stéphane Le Foll, Carole Delga, alors peut-être que c'est des gens qui n'ont que des responsabilités locales. Même Anne Hidalgo, que je peux critiquer par ailleurs, je pense qu'elle est assez nette, c'est clair dans sa tête sur ces sujets. En revanche, je pense que c'est un des schismes qu'il y a au sein de la NUPES, cette fameuse alliance électorale qui a été plutôt efficace d'un point de vue tactique sur cette question-là. Et il ne pourra pas y avoir, de mon point de vue, de conquête électorale possible s'il n'y a pas une clarification sur ce thème. Mais il ne faut pas simplement qu'elle vienne de Bernard Cazeneuve, François Hollande, qui aujourd'hui ont fait quand même l'essentiel de leur vie politique, même s'ils ne l'ont pas totalement quitté aujourd'hui, mais d'une nouvelle génération. Tout à l'heure, on parlait de David Jez, on parlait de la Fondation Jean Jaurès. Pour le coup, là, il y a une intransigeance sur les questions républicaines qui, moi, me séduit. Il y a un sentiment qui m'a traversé pendant toute la lecture de votre livre, c'est que, au fond, le problème de la gauche ces dernières années, c'est d'avoir vécu comme une sorte de bulle, et que j'avais l'impression que le grand impensé de ces dernières années à gauche, et le grand absent aussi des causes dont vous allez analyser les conséquences dans votre livre, c'est le réel en fait. C'est-à-dire, en fait, la vie, c'est des gens qui prennent le RER et qui se font agresser, c'est des filles qui peuvent plus sortir le soir à 18h parce que elles se font traiter de putes, pardon, excusez-moi, dans énormément d'endroits, et que les femmes sont invisibilisées de l'espace public en France, que effectivement le niveau de l'école s'est effondré, mais qu'il y a aussi une forme de propagande, justement un peu de déconstruction des sentiments qui participent au sentiment d'appartenance à l'école, et que comme si la gauche n'avait pas vu qu'en fait tout s'effondrait autour d'elle et qu'elle avait voulu continuer à vivre dans une espèce de vision complètement idéalisée de la société française. Mais il y a un paradoxe, c'est que la gauche a quand même beaucoup de responsabilités au niveau local. Beaucoup de mairies sont de gauche, et les maires d'ailleurs au niveau local, je pense que c'est très difficile de les prendre en défaut. Alors je peux parler de Caldega, c'est une région, mais à Nantes, à Rennes, au Mans, bon, franchement, ils sont impeccables dans leur façon de gérer les choses. Les problèmes et les dérives ont plutôt eu lieu ailleurs. À Nantes, de demander aux Nantais ce qui est devenu c'est devenu un coupe-gorge. Alors peut-être que c'est un mauvais exemple, peut-être que je connais pas assez bien ce sujet. Et paradoxalement, je pense que au point de vue méta ou global, c'est-à-dire au-delà de la responsabilité locale qui peut se discuter avec des réussites et des échecs, on a peut-être un peu trop intellectualisé la politique. Moi j'aime bien les idées, j'adore lire, j'aime écrire aussi, mais je crois à la gauche du réel, quoi. C'est-à-dire les difficultés concrètes des gens, les gens qui peuvent pas payer leur caddie de course à la fin du mois, effectivement les problèmes de sécurité, les problèmes d'identité, les problèmes de climat qui sont totalement déterminants et qui sont devenus extrêmement concrets. Et donc je pense qu'il faut arrêter d'intellectualiser le débat politique, à gauche comme à droite, mais moi ce qui m'intéresse c'est la gauche, pour créer une forme de gauche du réel, mais ça fait un peu formule, mais j'y crois, quoi, du concret et des problèmes du quotidien des Français. Eh bien merci beaucoup Gaspard Ganzer, je recommande la lecture de votre livre Êtes-vous encore de gauche dans les coulisses de la chute du PS chez Flammarion. C'est un livre dans lequel des lecteurs de droite trouveront un certain nombre de réflexions qui les intéressera. C'est un livre pas dogmatique. Et c'est un livre assez honnête intellectuellement sur ce qui a été réussi et raté ces dernières années par votre camp politique. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre des pouces dans tous les sens, bleu, vert, rose, vers le bas, vers le haut. Mais tant que vous interagissez, c'est bon pour le référencement. Et si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'offre Rejoindre. Et pour 3,99€ par mois, bénéficiez donc de nos contenus exclusifs. À très bientôt sur VA+, et merci beaucoup Gaspard Ganzer. Merci beaucoup.